tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de Paris-Bourges. On attaque la fin de saison. Le Money Time avec Paris-Bourges, Paris-Tour, Tour de Lombardie. Peut-être qu'on fera également le chrono des nations. Il y aura encore un petit peu de cyclisme la semaine prochaine et puis on attaquera l'intersaison. L'intersaison sera encore chargée, sera chargée cette année contrairement aux années précédentes sur la chaîne, mais on en parlera peut-être après Paris-Tour. Peut-être il y aura une vidéo consacrée à la fin de saison, la fin d'année sur la chaîne. On va revenir sur cette édition, 71e édition de Paris-Bourges, la première édition filmée, retransmise. C'était pas la télévision, c'était sur Facebook. J'en parlerai aussi un petit peu parce qu'il y a eu la découverte d'un sacré personnage du côté de ce direct. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas déjà à me dire si vous avez regardé la course sur Facebook. Il y avait 2500 personnes quand même sur Facebook pour regarder la course sur le site de la page de l'organisateur. Et puis sinon, ce que vous avez pensé du sprint à l'arrivée de cette victoire de Jasper Philipsen. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis nous, on va commencer tout de suite avec ce Paris-Bourges, Paris-Gien-Bourges, 71e édition, je rappelle, parce que c'est certes Paris-Bourges, mais on part de Gien, de la commune de Gien, c'est important de le signaler. Du côté de cette édition, eh bien, la course a été c'est toujours sympa parce que le parcours avec ce fameux passage dans le Sancerrois en plein milieu, où le Sancerrois est très vallonné pour ceux qui ont vu notamment la côte de Chavignol, la côte du Graveron, c'était vraiment difficile. Et puis on a eu un scénario qui était différent d'habitude parce que normalement Paris-Bourges c'est un départ musclé, un milieu de course beaucoup plus calme, notamment dans le Sancerrois où souvent vous avez l'échappée qui prend de l'avance avec un peloton qui ralentit légèrement pour que les sprinteurs se fassent pas avoir, et puis une dernière partie de course, une dernière heure où vous avez le peloton qui roule à fond et avec devant une échappée qui tente de se sauver sur des routes qui sont un peu moins favorables à des coureurs échappés, et puis parfois des attaques dans le final à Bourges parce que les équipes sont désorganisées. Cette année, parcours différent, déjà parce qu'on n'avait pas un circuit dans Bourges, contrairement à ce qu'on a eu certaines années, et puis aussi parce que l'échappée a été reprise extrêmement tôt, dès la côte de Buée en fait, au milieu de la côte de Buée, l'échappée a été reprise et que l'échappée ça a encore bagarré un petit peu pour prendre l'échappée, mais qu'on a eu une dernière heure de course assez débridée. En termes de rythme, notamment après Saint-Beaujeu dans Richemont, où on sentait que personne voulait vraiment prendre en main totalement la course, et ce qui fait qu'il y a eu pas mal d'attaques, notamment Van Niekerk du côté de Aubert. Enfin voilà, c'était assez sympa à suivre. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas pu voir la course, pour ceux qui étaient au travail. Petit résumé de la course, donc échappée de 3 coureurs qui est parti assez tôt dans cette journée. L'échappée était composée d'un coureur de Nice Métropole Côte d'Azur qui était Jonathan Coinon, avec également dans cette échappée Otto Vergat 2 du côté de la Trek Segafredo, et puis on avait Stéphane Bisseger, le Suisse de F Education EasyPost. Cette échappée avait 6 minutes 30 avant les 100 derniers kilomètres, et puis l'échappée a perdu beaucoup de temps en très peu de kilomètres, car à la sortie de la commune de Thou, vers Vailly-sur-Sauldre, Thou, le peloton a vraiment accéléré, notamment sous l'impulsion des Alpecin. Jusqu'avant ce moment-là, c'était la Lotto qui contrôlait pour Arnaud Denis, et puis après ça a pas mal accéléré, notamment dans un premier temps avec Alpecin, et puis ensuite la Groupama FDJ, ce qui fait qu'on a perdu énormément de temps très vite. L'écart est passé sous les 2 minutes à la sortie de Sury-en-Vaux, donc il devait rester un peu moins de 70 km de l'arrivée, et puis dans la côte du Graveron, eh bien l'échappée s'est retrouvée à perdre 1 minute en 1 km dans cette côte de Chavignol, et au sommet, eh bien, elle n'avait plus qu'une trentaine de secondes d'avance, et donc cette échappée a été reprise à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Et ensuite, donc, au sommet de cette côte de Buée, on a eu des attaques déjà dans la côte de Buée, avec une attaque de Pierre Roland,
à plusieurs reprises du côté de BNB Hotel. Et puis ensuite, on a eu des attaques jusqu'à la côte de la Chaplotte, qui est quasi... Enfin, moi, j'appelle ça la côte de Sambougeux, mais eux, ils appellent ça la côte de la Chaplotte. Pour moi, c'est la côte de la forêt de Sambougeux. Et là, ça a été sacrément animé pendant cette quinzaine de kilomètres-là, notamment avec l'attaque de Philippe Gilbert. Mais il y a eu d'autres coureurs également qui ont tenté leur chance dans cette difficulté. Et puis ensuite, on a eu l'attaque de Van Niekerk qui a été, on va dire, la dernière attaque significative de la course. Van Niekerk qui se fait reprendre dans Richemont, donc c'est-à-dire à peu près 30 km de l'arrivée. Et puis ensuite, le peloton a commencé à vraiment mettre en route et au final, on a eu un sprint massif du côté de Bourges, toujours avec une arrivée assez technique dans Bourges. Et je l'avais signalé que c'était une arrivée assez technique et qu'il fallait vraiment faire attention, être doué sur son vélo. Et vous avez Arnaud Démare qui déclenche, mais Philipsen arrive à lui passer devant sur la ligne du côté de ce sprint à l'arrivée. On va faire aussi un petit point. La course était retransmise par donc, la page officielle de l'organisateur. Et pour ceux qui ont regardé la course, vous avez vécu, je pense, des grands moments de commentaires sportifs, notamment avec notre ami Didier. Didier qui, je pense, m'a fait des fous rires, mais vraiment en regardant la course. Mais vraiment, j'ai eu des fous rires parce que Didier... il faut savoir qu'on est dans le département du Cher. Donc déjà, il faut savoir qu'au niveau réseau mobile, ça passe très mal. On est dans un coin qui capte pas top au niveau téléphone, notamment à Buée, quand ça a coupé dans la côte de Buée. Les caméras ont coupé tout simplement parce que les caméras dans Buée ne captaient plus la 4G. Les caméras marchent comme ça pour retransmettre les images. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de réseau, et dans Buée, c'est vraiment une zone blanche, il faut le savoir, donc l'image a complètement coupé. Et donc, ce qui fait qu'on avait un envoyé spécial sur place, parce qu'il y avait Daniel Manjas qui faisait les commentaires avec les images en tant que speaker de la course, et puis il y avait Didier qui était, on va dire, un petit peu le Nicolas G de la course, avec une voiture devant le peloton. Bon, ça a été compliqué pour Didier, on va pas se mentir. Didier qui je crois a été très apprécié par 2500 personnes sur Facebook, car Didier en termes de... Alors je ne sais pas s'il connaissait le cyclisme déjà Didier, je ne suis pas convaincu que c'était un spécialiste cyclisme, et surtout Didier il tapait assez souvent à côté. Mais vraiment à côté, c'est-à-dire qu'à un moment il nous dit alors je sais pas quel est l'écart avec l'échappée, et t'as Daniel Manjas qui fait oui mais en fait il n'y a plus d'échappée, elle a été reprise. Donc ça c'était dans la côte de Buée. Il y a eu également des grands moments où, dans le final, où il nous faisait, en cas d'attaque, là vraiment, les équipes seront prêtes, tout le monde se regarde, alors que non, c'était pas que ça se regardait, c'était qu'on préparait le sprint, donc on mettait en place les trains dans les 10 derniers kilomètres. Donc c'est pour ça que j'ai des doutes sur le fait qu'il s'y connaissait en cyclisme. Et puis oui, il y a eu des grands moments comme je traverse Sucy. Alors là, oui, mais il va falloir nous en donner un petit peu plus, Didier, parce que sinon, ça va pas nous donner grand-chose. Et je pense que même à la fin, Daniel Manjas en avait marre de Didier. Je pense qu'à la fin, Daniel Manjas a fait une dépression avec Didier. Mais c'était exceptionnel. C'est un truc... Je ne sais pas si vous pouvez retrouver le replay de la course. C'était plutôt bien filmé avec les moyens du bord, parce qu'il n'y avait que 2 motocaméras. Donc c'est sûr que tu ne pouvais pas faire grand-chose. Et dans le dernier kilomètre, on avait des images lointaines. Mais Didier a été assez marrant. C'était un grand moment si vous pouvez regarder la course en replay, vraiment, ou ceux qui l'ont vu en direct, je pense seront marqués par les anecdotes exceptionnelles de Didier sur la course. Bon, on passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec le vainqueur du jour, Jasper Philipsen, qui a été très bon aujourd'hui, Jasper Philipsen, mais j'ai trouvé que Alpecin, au final, quand on regarde avec du recul le scénario de course et ce qui s'est passé, l'équipe a été très très bonne, parce que c'est eux qui décident d'accélérer le rythme à 90 km de l'arrivée. Alors au départ, moi je me suis dit on accélère le rythme
notamment avant la côte de Jars, parce qu'on sait qu'avant le Graveron, avant la côte de Chavignol, on va ralentir énormément à ce moment-là et voilà, le rythme va baisser. Sauf que en fait, le rythme n'a jamais baissé dans la course, quasiment pas. On a eu un rythme assez énorme. On était à plus de 46 de moyenne sur les 2 premières heures de course. Après, dans le Sancerrois, ça a peut-être un petit peu baissé. Je ne sais pas quel est on est arrivé très tôt, hein. Je ne sais pas quelle est la vitesse. On a 45,7, donc non, ça a roulé très vite pendant toute la journée, même dans le Sancerrois. On n'a pas perdu beaucoup de vitesse. Et je pense que c'est dû aussi à Alpecin qui a décidé d'accélérer le rythme de course. Ils le font. Ils sont à l'avant de la course, on va dire, avec un homme. Il y a Groupama également qui roule, il y a la Cofidis qui roule. Et puis ensuite, après la côte de Bué, au moment de la côte de Bué, ils ont disparu de la tête de peloton. C'est-à-dire qu'on les voit très très peu sur la dernière heure et demie de course, à l'avant. Et on les voit même très très peu dans la préparation du sprint. Parce que moi, je les cherchais vraiment à un moment à Alpecin. On a vu la Trek très bien placée. Au départ, la Lotto était bien en place. Groupama était en place. Il y avait également une autre équipe. BNB était en place autour de Mozzato. Je sais plus, il y avait Intermarché était en place autour d'Alexander Christophe notamment. Et parce qu'au départ, moi, je pensais que c'était autour du Gopage, et non, ils ont fait le sprint pour Christophe. Mais j'ai trouvé vraiment que cette formation était bien représentée aujourd'hui. Et Philipsen, après derrière, c'est Philipsen, bon, je vous avais dit, pour moi, c'est le deuxième sprinter en début de saison. J'avais dit, c'était le deuxième qui m'avait impressionné après Jacobsen en tout début de saison. Et il a été impressionnant. Et surtout, il fait une saison complète, notamment avec un très grand Tour de France, avec 2 victoires d'étape, vainqueur également d'une étape sur le Tour de Danemark, donc vainqueur de Paris-Bourges, vainqueur également d'une étape sur le Tour de Turquie, et puis vainqueur d'une étape de 2 étapes sur l'UAE Tour. C'est là où j'avais été marqué par la force de Philipsen, même s'il m'avait déçu, notamment sur le Tour de Turquie, où j'avais trouvé que on l'avait assez peu vu. Alors sur le Tour de Turquie, surtout après la chute de Boigny, il y avait quand même plus grand monde au niveau des sprints. Et en fait, non, il a été très performant sur Paris-Bourges. Je ne sais, il fait Paris-Tour également, parce que normalement on fait les deux. Il y a peu de changements d'équipe entre Paris-Bourges et Paris-Tour, à part peut-être chez Ineos cette année. Et je trouve qu'il a été très très bon. Jasper Philipsen, il a fait vraiment une très très belle course. Et puis il montre que ça a été peut-être le coureur numéro 1 chez Alpecin, devant Van Der Poel, devant Tim Merlier et devant Jevine. C'est peut-être le coureur qui a vraiment emmené cette équipe Alpecin. Et on voit un sprinter en confiance, parce que quand tu as aussi peu de coureurs dans le final et réussir à gagner un sprint comme ça, c'est qu'il faut être en confiance. Et il a surclassé Arnaud Démare dans le final. Il y avait vraiment un petit monde d'écart avec Arnaud Démare. On poursuit avec Arnaud Démare. Encore Fanny de victoire, nouveau podium pour Arnaud Démare, nouvelle 2e place. L'année dernière c'était déjà face à un Belge, mais c'était Jordi Meeus. Cette année c'est Jasper Philipsen, ça lui réussit pas cette arrivée. Là il déclenche au bon moment, je dirais quand même au bon moment, peut-être un peu tôt encore. Arnaud Démare, mais ensuite derrière il tombe face à un très grand Jasper Philipsen, donc il peut pas lutter face à Philipsen. Mais bon, j'ai envie de dire que l'année dernière il avait fait 2e de Paris-Bourges, il avait gagné Paris-Tour après derrière, donc peut-être qu'il arrivera à faire le doublé sur Paris-Tour. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que son équipe roule pendant toute la journée, mais surtout moi j'avais trouvé que vraiment c'était que la Groupama emmenait bien le sprint dans le final. Ils sont bien placés dans toute la portion technique dans Bourges. Je trouve qu'ils font vraiment du bon boulot, Groupama, à ce moment-là. J'ai envie de dire qu'Arnaud Démare, quand il déclenche son sprint, c'est pas aussi percutant qu'un Philipsen. Il manque un petit peu de punch. Alors c'est peut-être aussi parce que Arnaud Démare, quoique Philipsen, il a quand même pas mal de jours de course aussi dans les pattes. Il a 68, Philipsen. Mais Arnaud Démare, non, il en a même moins de jours de course. Il y a 3 jours de course de moins. Mais j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait pas le punch. Presque le même sentiment que sur le Tour de Vendée, ou sur le sprint face à Cocard. Il n'y a peut-être pas le punch de d'habitude. Peut-être un peu de fatigue pour Arnaud. Peut-être aussi que tout simplement Jasper Philipsen était plus fort, peut-être un peu plus en forme
parfois sur les constructions des saisons. Voilà, ça a peut-être été un peu plus compliqué pour Arnaud Démare sur cette course. Bon, après, c'est quand même une belle deuxième place. Sur une classique française, sur une 1-1. Donc c'est plutôt un très bon résultat quand même pour Arnaud. Beau résultat également pour Brian Cocard qui confirme qu'il est en forme, hein, Brian. C'est encore des beaux points pour la Cofidis, même si, encore une fois, si vous avez vu l'épisode numéro 8 du maintien, c'est fini pour la loto. Hein. C'est plus possible de récupérer autant d'écart de points d'ici la fin de saison, mais Brian Cocard il fait quand même une belle saison, hein, je trouve. C'est dommage le Tour de France où il a la Covid avant le départ, mais sinon je trouve qu'il a réalisé vraiment une très très belle saison. On poursuit avec Alexander Kristoff 4e. Kristoff, Intermarché, on parlait d'Alpecin qui, eux, ont tenté vraiment de revenir très vite sur les coureurs échappés. Intermarché, on les a pas vus. Mais alors, pas vu de la journée, sauf dans les 10 derniers kilomètres. C'est-à-dire que vraiment, Intermarché, ils ont fait une course d'attente. Alors, ils se sont dit, on n'est pas favori, donc on attend que les autres fassent le travail. Ce qui est risqué parce que des fois, tu attends que les autres fassent le travail, mais les autres attendent que ce soit toi qui fasses le travail, et cercle vicieux, et tu te retrouves à avoir un échappé qui prend 7-8 minutes d'avance, et tu te retrouves comme un con. Sauf que Alpecin a fait le job, Groupama a fait le job, Cofidis a fait le job. Trek aussi à un moment a mis 2-3 hommes à rouler sur la dernière heure de course, et ce qui fait qu'Intermarché avec cette physionomie là de course n'avait pas besoin de mettre en route. Et puis ensuite ils sont bien en place dans les 5-6 derniers kilomètres, notamment dans les ronds-points à l'entrée de Bourges. Ils ont vraiment fait du bon travail de placement, et à un moment ils prennent le bon côté. Et puis après derrière, le sprint est plutôt bien lancé pour Alexander Kristoff. Bon, après Alexander Kristoff, c'est un peu moins fort cette année, hein, Alexander Kristoff. Puis là, il était emmené, il n'y avait pas Pasqualone pour Intermarché. Il y avait Hugo Page, c'est Hugo Page qui a fait le lanceur pour Alexander Kristoff, mais il y a peut-être, ils ont peut-être moins de relationnel qu'avec Pasqualone. Bon, quoi qu'avec Pasqualone ça se passait pas très bien, ou qu'avec Guermeil qui avait fait vraiment du très bon boulot pour Kristoff. C'était du côté de la classique de Francfort, je crois me rappeler. Et donc Kristoff qui prend quand même la 4e place. Est-ce qu'il sera sur Paris Tour, Alexander Kristoff? Parce que je rappelle que l'année prochaine, il rejoint Uno X pour 3 ans. Non, il n'est pas indiqué comme quoi il participera à Paris Tour. Donc c'était peut-être son dernier jour de course avec Intermarché Venti-Gobert en cette année 2022. Et en termes de résultats, 6e des championnats du monde, 7e du Goikse Preis, une victoire sur le Tour d'Allemagne, une victoire sur le circuit franco-belge. Sur le Tour de France, il a pris une 4e place et une 3e place du côté des Champs-Élysées, 2e du championnat de Norvège sur route, et puis vainqueur du Shell des Preis, donc du Grand Prix de Lascaux, et puis 2e du Grand Prix du Morbihan et 3e du côté de la classique de Francfort, également du côté d'Alexander Kristoff, vainqueur également de la Classica d'Almeria. C'est plutôt une pas mauvaise saison à 35 ans pour le sprinter norvégien, et qu'il conclut donc avec cette 4e place normalement du côté du Paris-Bourges. Mais ça me surprend quand même on le verra peut-être du côté de Paris-Tour, ou soit il n'y a peut-être pas Intermarché sur Paris-Tour. J'ai pas encore fait demain présentation de Paris-Tour qui sera peut-être en ligne samedi, et présentation également du Tour de Lombardie demain du côté du programme de la chaîne. Et je suis en train de finir le prochain podcast EPS 2.0, donc le temps que je l'enregistre, normalement c'est soit demain soir, soit samedi pour le 4e numéro, et il sera gratuit ce 4e numéro, je le précise. De toute manière, tous les prochains numéros seront gratuits, tous les numéros seront gratuits parce qu'on abandonne l'idée d'abonnement. Voilà, ça a fait un four, il y a eu 0 personnes qui se sont abonnées. Donc on a l'idée d'abonnement, peut-être que je mettrai une possibilité de faire des dons, je crois que c'est possible du côté de la plateforme. Je mettrai également un système en place du côté de YouTube avec les super thanks que je vais activer. Donc c'est des commentaires qui permettront de voir que vous avez soutenu la chaîne en donnant de l'argent.
et qui permettra de montrer également aux autres que vous soutenez la chaîne. Voilà, donc il y a un double avantage, c'est que moi je sais que vous soutenez la chaîne, et les autres également le sauront, et je répondrai toujours de la même manière aux commentaires gratuits. Vous inquiétez pas aussi là-dessus, je sais que c'est un petit effort financier que certains ne veulent pas, et en même temps, la pub ne suffit pas à rémunérer, tout simplement. Pour le moment, peut-être qu'un jour, s'il y a plus d'abonnés, peut-être énormément d'abonnés, on y arrivera un jour. On poursuit après Alexander Christophe, on passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 bonnets d'âne, 4 bonnets d'âne, j'en avais oublié un. Aujourd'hui, je commence avec un premier flop, c'est Arkea. Je n'ai pas trop compris la stratégie d'Arkea aujourd'hui. Quant à Connor Swift, qui est quand même pas... c'est un bon sprinter, mais face à des Gaviria, Bennett, Cocard, Demar... en cette année 2022, je suis pas sûr que c'était l'arme fatale, ni Mathis Louvel aussi. Donc déjà, assez surpris qu'Arkea ait peut-être pas tenté le coup de mettre un coureur dans l'échappée. Et surtout, j'ai pas compris leur stratégie sur la dernière heure de course, où ils avaient 2-3 coureurs qui étaient dans la file, mais qui ne passaient quasiment jamais de relais, et qui étaient en 3e, 4e position. Et je trouve que du côté d'Arkea, c'était pas mal désorganisé dans le final du côté de cette équipe, et tout simplement parce qu'on manquait de main d'œuvre, et peut-être que si ces coureurs-là qui étaient en 3e, 4e position dans le peloton pendant la dernière heure de course, eh bien on les avait mis on les avait laissés cachés dans le peloton, et qu'on avait fait un petit peu plus comme Intermarché, peut-être qu'on aurait eu un peu plus de monde autour de Connor Swift. Mais de toute manière, est-ce que Connor Swift c'était l'arme fatale? Je ne pense pas. Après, le problème d'Arkea, c'est qu'il leur manque Nasser Boigny, qu'on n'a pas revu depuis le Tour de Turquie, parce que ça inquiète pas grand monde, hein. On ne l'a pas revu depuis le Tour de Turquie, Nasser Boigny. J'espère qu'on le reverra l'année prochaine, hein, parce qu'il avait eu quand même une sacrée chute avec ce vieux monsieur pendant le Tour de Turquie, qui était en plein milieu de la route, qui a été donc percuté par les coureurs. Hashtag super la sécurité. Merci l'UCI. Je vais peut-être lancer ce hashtag là, merci l'UCI. Ce qui fait que du côté de Arkea, il leur manque Nasser Boigny depuis le début depuis le Tour de Turquie, et on voit bien que derrière, en termes de sprinter, Mathis Louvel c'est encore un peu jeune, et Connor Swift c'est peut-être pas suffisamment bon. C'est peut-être maintenant même plus un coureur de classique qu'un vrai sprinter, Connor Swift, plus un coureur puissant qu'un vrai sprinter, et donc il aura manqué du monde. Du côté d'Arkea, je continue avec UAE. Alors si quelqu'un a vu les maillots UAE pendant cette course, qu'il me le signale et qu'il m'envoie un message par papier libre à Télé Loisirs. UAE, il y avait Gaviria, Ackermann. Non, t'as pas une chance, t'as 2 chances, t'as 2 bons sprinters du côté de UAE. Et le premier coureur UAE à l'arrivée, et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est une blague, mais je les ai pas vus dans le final, donc non, c'est pas une blague. Alors attends que je retrouve, parce que j'ai vu, c'est incroyable. Le premier coureur UAE, c'est Casper Andersen, 23e. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les 2 sprinters ont abandonné. Alors je sais bien que ça a roulé vite, mais bon, c'est moins de 2000 mètres de dénivelé positif quand même, Paris-Bourges. Donc c'est pas normal quand même que tes 2 têtes d'affiche elles abandonnent. Alors je sais bien que Gaviria il est bon, sans contrat pour l'année prochaine. Gaviria ça fait partie des gros coureurs sans contrat. Le problème de Gaviria, c'est que tu te demandes est-ce qu'il y a encore un gros potentiel chez Gaviria, parce que cette année depuis le Giro, parce qu'il a fait quand même un Giro où il a pris une 2e place sur l'étape de Messina, une 3e place du côté de Balaton-Fured. Il a fait une bonne première partie de saison, et depuis le Giro, plus rien. Pas mal d'abandons aussi en plus dans les différentes courses auxquelles il a participé. C'est un peu décevant, ça, la 2e partie de saison de Gaviria. Pour un coureur qui en plus n'a pas de contrat pour l'année prochaine, il y a une vraie question qui se pose avec Gaviria. Est-ce qu'il ne sera pas chez BNB Hotel pour l'année prochaine? On n'a pas d'informations. En passant, Jérôme Pinault nous avait dit on recrute 5 coureurs qui viennent du World Tour. On fera des annonces pendant le mois de septembre. On est au mois d'octobre, il n'y a toujours pas eu d'annonce. Ça commence à être un peu inquiétant cette chose-là.
Mais c'est vrai que l'année 2022 de Fernando Gaviria n'a pas été incroyable. J'ai envie de dire les 2 dernières années chez UAE, peut-être en dessous du rendement qu'il avait, notamment lors de ses premières saisons chez Quick-Step. Est-ce que c'est pas un coureur qui devrait refaire de la piste, Gaviria, pour retrouver un petit peu du punch? On sait que ça a fait du bien, notamment à Brian Cocard, de refaire un peu de la piste. Est-ce que ça serait pas intéressant du côté de Gaviria de refaire de la piste? Parce que je rappelle qu'au départ, c'est un coureur qui faisait l'Omnium. Il a été champion du monde, même je crois, de l'Omnium 2015 ou 2014, un truc comme ça. Gaviria en cyclisme sur piste. Est-ce que c'est pas un coureur qui devrait refaire de la piste? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on l'a peu vu. Pourtant, là aujourd'hui, quand tu vois le dernier kilomètre, assez technique, c'est quand même un sprint où normalement c'est un coureur qui sait quand même pas mal se faufiler, mais il aurait déjà fallu être encore là au moment du sprint, et vu qu'il a abandonné, ça allait être compliqué. Et pareil pour Ackermann, mais bon, Ackermann, c'est plus... ça fait quand même depuis 2 ans, parce que même sa dernière saison chez Bora avait pas été exceptionnelle. Du côté de Ackermann, ça fait depuis 2 ans qu'il n'a pas le rendement qu'il avait au début chez Bora. Parce que chez Bora, il a eu un rendement assez exceptionnel. Et c'est vrai que ça fait depuis 2 ans où cette année, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus si incroyable que ça du côté d'Ackermann. Et puis, il y a eu du bon et du pas top quand même sur certaines courses. Enfin, l'étoile de Bessèges, il est nulle part. Moi, je l'avais vu, c'était Tirreno, c'était pas fou. Ce que je me rappelle de Tirreno. Donc je suis pas convaincu foncièrement par la saison de Pascalou Ackermann, qui a bientôt 29 ans. L'année prochaine, il aura 29 ans. C'est parfois une période compliquée pour les sprinters. 28-29 ans, autant chez d'autres coureurs, c'est là où on arrive à atteindre sa maturité, autant parfois c'est la période des grands doutes chez les sprinters. Et encore une année de contrat chez UAE pour Pascal Ackermann. On poursuit avec Arnaud Delis et la Lotto, en fait plus que Arnaud Delis même, c'est surtout la Lotto. Ils nous ont fait une 2022, la Lotto, enfin une 2022, c'est-à-dire à peu près comme d'hab. C'est-à-dire, on contrôle la course dès quasiment le départ, c'est-à-dire c'est les premiers à mettre des mecs à l'avant de la course. Quand on voit les premières images du direct à 14h45, quand on n'était pas encore dans Jard pour les hommes de tête, on était entre Tours et Jard, pour ceux qui connaissent un petit peu ce coin de France. On voyait notamment la Lotto contrôlée seule. Bon, ensuite, ils ont été aidés avec Alpecin, mais ils ont aidé aussi Alpecin, ils ont roulé énormément. Ensuite, quand Alpecin s'est retiré, ils ont remis du monde à relais et ils ont continué à rouler extrêmement fort, notamment dans la côte de Chavignol, où j'étais assez surpris qu'on monte à un tempo aussi rapide dans la côte de Chavignol. Et ensuite, ils attaquent avec Philippe Gilbert. Enfin, ils ont toujours voulu mettre un homme devant, ou au moins un homme dans les groupes qui tentaient de sortir. Enfin, ils ont vraiment, vraiment contrôlé la course. Ils ont annihilé les attaques. Si on revient sur les échappées à 50 bornes de l'arrivée, c'est aussi grâce à leur travail. Et en fait, grosse surprise, ils se font complètement manger dans les 3 derniers kilomètres. C'est-à-dire à 3 bornes de l'arrivée, on est sur une grosse avenue qui permet de rentrer dans Bourges, qui permet de se retrouver au niveau de l'intersection, au niveau de la gare, quasiment au niveau de la gare, ça vous emmène cette route-là. C'est la route où il y a également les vendeurs de voitures, ceux qui connaissent dans Bourges. Et donc on rentre par cette route-là et on se retrouve à avoir une Lotto qui est plutôt bien en place à ce moment-là, un peu mieux que d'habitude même. Et ensuite, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne à 2 bornes et demie de l'arrivée. Il y a un peu une vague, ce qui fait qu'ils se font enfermer. Notamment, il y a 2 coureurs de Bingoal qui étaient bien placés à ce moment-là, qu'on voit plus du tout à l'arrivée. Il y a la Groupama qui se referme sur eux, Cofidis qui se referme sur eux. Et ensuite, c'est fini. Arnaud Delis fait 8, mais en fait, il est très très mal placé. Et en plus, ce sprint de Paris-Bourges, il est atypique parce que si tu es mal placé à 2 bornes de l'arrivée, quand ça commence à descendre, c'est fini, tu peux pas remonter.
Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tu ne peux absolument pas remonter à l'avant de la course. Et là, ça a été l'énorme problème. Bah, il est mal placé, il est au-delà de la 10e place, c'est fini. Il faut être vraiment dans les 3-4 premières positions pour gagner à Paris-Bourges, à 2 bornes de l'arrivée, sinon après c'est fini. Et bah, il était trop loin. Et c'est quand même con parce que Campenart, il a fait quand même un énorme numéro aujourd'hui, il a roulé toute l'étape. Assez impressionnant. Pareil, Gilbert dans la côte de la Chaplotte. Enfin voilà, il a mis du rythme pendant toute la journée. Également Vermersch, Frison. Et tu te retrouves à plus avoir personne dans le final pour t'aider. Mais c'est aussi le fait qu'il roule trop tôt devant. Donc ce qui fait comme il roule trop tôt, il n'y a plus assez d'énergie dans le final. Et un Campenart, ce qu'il faudrait utiliser entre 4 et 2 km de l'arrivée, où il te permettrait de rester devant, et bah il n'est plus là, vu qu'il a été utilisé avant. Et c'est tout le temps ça là, l'auto en fait. Cette année, le nombre de fois où ils sont en tête de peloton et ils finissent 7 ou 8, on aurait pu les compter. Hein. Et puis en plus, Arnaud Delis, bah, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu de fatigue quand même pour Arnaud Delis. Je rappelle, on est mois d'octobre, c'est sa première année chez les professionnels, il y a eu énormément de pression sur lui. Je pense qu'au bout d'un moment, le mec il fatigue, quoi, hein, et c'est tout à fait normal. Mais ça a été le gros problème de la Lotto Soudal cette année. Je trouve ils ont perdu quand même énormément de points. Si l'écart en fin d'année est quasiment de 1000 points, ou 800 points avec Arkea et Cofidis, c'est aussi parce qu'ils ont perdu énormément de points en se ratant comme ça dans la gestion des 5-6 derniers kilomètres des sprints. Et c'est triste de faire comme ça, mais quand je les ai vus en tête de course à 90 km de l'arrivée, je me suis dit, je le vois arriver, mais alors à 3 bornes, hein, cette stratégie-là de les voir disparaître après dans le final, mais je pensais qu'ils allaient disparaître un peu plus tôt que dans les 5 derniers kilomètres, mais ils se font vraiment complètement bloqués par Bingoal, et après c'est fini pour eux. C'est un peu le résumé de leur saison, j'ai envie de dire, au niveau des sprints. Et puis je termine avec EF. Alors EF qui a mis Bissegger, qui a tenté énormément d'attaques pendant toute la journée. On aurait cru que c'était une équipe continentale française, tellement ils ont attaqué EF. Bissegger, il y a eu Jonas Rutsch, il y a eu Tom Scully, il y a eu Ben Ali aussi, je crois, hein, pendant un très court moment qui a tenté de sortir. Et bah, ça montre tout simplement que chez EF, on n'a pas de sprinter. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, je ne sais pas s'ils vont recruter Mark Cavendish ou Fernando Gaviria l'année prochaine, parce qu'ils pourraient être intéressés par Gaviria. Mais il faut vraiment qu'ils trouvent un sprinter, EF. Parce que déjà cette année, ils n'ont pas fait une grande saison en termes de points UCI. Hein, ils se sont même retrouvés à un moment en difficulté. Et pour dire qu'ils ont tellement attaqué pendant toute la journée, c'est qu'il y a un seul coureur qui finit dans le groupe de tête, c'est Marine Vandenberg. Les autres finissent à 20 secondes, voire plus. Mais c'est surtout du côté de EF, un sprinter, une classique comme Paris-Bourges, c'est 125 points, avec le barème actuel. On ne sait pas si le barème devrait changer en janvier l'année prochaine. Hein, le barème UCI, il y aura des informations là-dessus. Avant la première course de la saison, donc normalement fin décembre, début janvier, on devrait avoir une information avec des petits ajustements au niveau du barème pour éviter que certaines classiques soient un peu trop favorisées par rapport aux courses par étapes notamment. Mais du côté de Marine, de l'équipe EF, on voit que Vandenberg, il fait 25e du sprint, mais de toute manière, c'est pas suffisant aujourd'hui. Il leur manque vraiment un sprinter. Mais de toute manière, est-ce que même avec un sprinter, ils arriveraient à faire du bon travail? Je ne pense pas, parce que c'est une équipe qui n'a pas non plus l'habitude, depuis de nombreuses années, d'emmener un sprinter. Et ils ont assez peu réussi, même avec Kort Nielsen. À part l'année dernière sur la Vuelta où il y a un sprint qui est emmené parfaitement par Langeveld pour Kort Nielsen, sinon ils l'ont assez peu fait ces dernières années EF, et c'est un vrai problème. Tu peux pas te contenter d'avoir des grimpeurs, surtout avec les nouveaux systèmes actuels du côté de l'UCI, avec ce système de montée-descente. Il faut qu'ils trouvent un sprinter, parce qu'un sprinter ça t'apporte beaucoup de points sur une saison. Mais bon, on verra si c'est Cavendish, on verra si c'est Gaviria, on verra si c'est pas un autre coureur également chez EF. Et ça sera intéressant de voir comment ça bouge chez EF l'année prochaine, parce que avec l'arrivée avec le départ de pas mal de coureurs, l'arrivée de Carapaz notamment, avec pas mal de Sud-Américains, c'est une équipe qui faudra peut-être qui sera sur lequel il faudra compter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches.
Le classement de cette édition, cette 72e édition de Paris-Bourges, j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo 71e, c'est 72e édition de Paris-Bourges, est dans la description de la vidéo. Demain, on se retrouve pour présentation du Tour de Lombardie, présentation de Paris-Tour, débrief du Tour de Lombardie, débrief de Paris-Tour d'ici la fin de semaine. EPS 2.0, nouvel épisode qui va sortir très vite, demain ou samedi. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.